l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. Bienvenue dans Afrique Soir. Voici à présent les titres de ce journal. Dans l'actualité, 3 chefs d'État ouest-africains au chevet du Burkina Faso, les présidents nigérians, sénégalais et ghanéens étaient à Ouagadougou. Objectif majeur, faciliter la transition vers un pouvoir civil. Une rencontre en prélude au sommet régional des pays d'Afrique de l'Ouest qui s'ouvre ce jeudi à Accra, au Ghana. Niamey, la capitale nigérienne, abrite depuis ce matin une réunion des pays africains contributeurs de troupes à la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. L'objectif, juguler efficacement la recrudescence de la violence dans le nord du Mali. Les élections américaines de mi-mandat isolent Barack Obama après la débâcle des démocrates. Les républicains contrôlent désormais le Sénat. Ils contrôlent également la Chambre des représentants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je l'annonçais en titre, ils sont 3 chefs d'État de la CEDEAO dans la capitale burkinabé. Le président John Dramani Mahama du Ghana, Goodluck Jonathan du Nigeria, Macky Sall du Sénégal. Ils sont allés à Ouagadougou pour une sortie de crise au Burkina Faso. Les 3 chefs d'État ont rencontré les différentes couches de la société, la classe politique, la société civile et l'armée. Les esprits se chauffent à Ouagadougou. De vives altercations ont eu lieu entre l'ancienne majorité présidentielle et l'opposition. Cette dernière qui ne veut pas s'asseoir sur la même table de négociation avec des gens qui ont tué leurs manifestants. Les chefs d'État entendent obtenir le nom du futur chef de la transition avant de quitter la capitale burkinabé. Proposition que rejettent les différents acteurs à l'instant de Hervé Kam que nous écoutons ici. Au micro de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Abdoulaye Bari. C'est une manière d'élire le président à la hâte et je ne pense pas que c'est ce qui va garantir donc, la bonne continuité donc, de la transition. Nous aurions souhaité que la démarche soit inversée, que l'on mette en place d'abord l'architecture de la transition avant de penser aux hommes. Franchement, le peuple burkinabé n'a pas de leçon à recevoir de la CEDEAO qui a laissé Blaise Compaoré violer allègrement ses textes sans rien dire. Aujourd'hui, le peuple a pris ses responsabilités. Je pense qu'il faut laisser le peuple burkinabé régler son problème de façon interne. Et bien sûr avec leur assistance, mais pas avec ce qu'ils imposent. Voilà, pas avec ce qui nous impose. Toujours à propos de la crise burkinabé, retour à présent sur le jour où Blaise Compaoré a quitté Ouagadougou avec l'aide de la France. La vidéo circule sur la toile. On y voit une trentaine de véhicules officiels traverser la ville sous le regard incrédule des passants. C'est ainsi que le président déchu Blaise Compaoré a quitté le pays juste après avoir démissionné, laissant derrière lui 27 ans de pouvoir. Parti de Ouagadougou, le convoi s'est dirigé vers Pau, dans le sud du Burkina Faso, laissant présager une arrivée au Ghana. Mais on perd sa trace sur cette route. On sait maintenant que l'homme a pris un hélicoptère pour se rendre en Côte d'Ivoire, un hélicoptère mis à disposition par la France. Nous avons fait en sorte que le président, qui n'était plus président Compaoré, puisse être évacué vers la Côte d'Ivoire. Et nous l'avons fait là encore en bonne intelligence avec les pays africains pour éviter qu'il y ait des drames, qu'il y ait des convulsions. Aujourd'hui, Blaise Compaoré et sa femme se trouvent ici, à la Villa des Hôtes, une résidence présidentielle de luxe à Yamoussoukro. Ils y sont peut-être pour un moment. La Côte d'Ivoire est reconnaissante au président Compaoré. C'est donc tout naturellement que nous l'accueillons chez nous à la suite des événements douloureux qui ont secoué ce pays frère. Médiateur ou faiseur de guerre, Blaise Compaoré a en tout cas joué un rôle actif dans la rébellion qui a porté au pouvoir l'actuel président Alassane Ouattara.
Il en est remercié aujourd'hui, même si certains Ivoiriens préféreraient le voir sur un banc de la Cour pénale internationale. Direction le Niger, Niamey abrite depuis ce matin la réunion des pays africains contributeurs de troupes à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA. Une rencontre dont l'objectif est de juguler efficacement la recrudescence de la violence dans le nord du Mali depuis quelques mois. Sarki Aboubakar et Razak Abachi. Depuis mai 2014, la région nord du Mali fait face à une résurgence d'attaques terroristes. Une recrudescence de la violence dont la MINUSMA en paie le prix fort au vu du nombre de soldats tués. Les récentes attaques terroristes dirigées contre les troupes de la MINUSMA et la force Barkhane montrent à suffisance la complexité de la situation sécuritaire dans le nord du Mali. Au regard de la situation actuelle sur le terrain, force est de reconnaître que ce qui était acquis est aujourd'hui, hélas, compromis. Dès lors, il apparaît nécessaire qu'ici, à Niamey, nous convenions de nouvelles approches permettant de faire face au terrorisme et à la criminalité transnationale. Une nouvelle approche, ou plutôt une application ferme du mandat de la MINUSMA. À Niamey, les pays africains contributeurs de troupes à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali se disent inquiets, mais aussi prêts à agir. Nous allons nous atteler au cours de cette séance à identifier les forces et les faiblesses du dispositif sécuritaire actuel en vue de donner à la MINUSMA sa robustesse et la rendre apte à prendre en charge les nouveaux défis sécuritaires et accompagner le processus de retour à la paix au Mali. Une fois de plus, c'est une réponse collective qui est attendue à l'issue de cette réunion. Elle devrait permettre de prendre en charge et de manière efficace la situation sur le terrain. Dans le reste de l'actualité, le Mali, à Bamako, les journalistes sont à l'école de la paix et du développement. C'est le sens d'un séminaire qui se tient en ce moment dont le thème porte sur médias et processus de paix au Mali. Cette rencontre, il faut le rappeler, est à l'initiative de la mission de l'Union africaine pour le Sahel, MISAHEL, et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Elle vise à approfondir les connaissances des hommes de médias sur les questions de paix, nous disent ici Daouda Kamate et Malik Mbaye. En prélude aux futurs accords de paix entre le gouvernement du Mali et les groupes armés, la MISAHEL et l'Organisation internationale de la francophonie donnent à travers ce séminaire de 3 jours des outils aux hommes de médias pour leur permettre de mieux expliquer le contenu des accords et contribuer à l'appropriation de dits accords de paix par les populations maliennes. Puissant vecteur pour promouvoir la paix et le développement. Ici, les professionnels de la communication se familiariseront avec des thèmes comme la couverture d'un processus de paix et de leur mise en œuvre. Il s'agit là de mettre les journalistes face à leurs responsabilités dans un processus de paix et de réconciliation pour éviter certaines dérives pour mauvaise lecture. Il est bien établi qu'il existe un lien fort entre médias, démocratie et la paix. Et que les médias sont des acteurs principaux dans les sociétés modernes, surtout dans les pays en crise ou en voie de sortir d'une crise comme le Mali. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est véritablement le vocabulaire du journalisme. Le journalisme ne peut se faire que quand il maîtrise la situation. Et il me semble que la situation est devenue tellement complexe aujourd'hui qu'on ne peut pas la maîtriser avec les mots d'avant. Donc il faut inventer tout un vocabulaire, tout un lexique. Sans les médias, toute action de paix est vouée à l'échec. Conscient de cela, le gouvernement semble prendre les taureaux par les cornes, en témoignent les nombreuses réformes envisagées. Pour le ministre, le Mali doit chercher à panser ses plaies et réconcilier les populations, et cela passe nécessairement par une presse formée et outillée. Car dans un état de convalescence, le pays aspire aujourd'hui plus que jamais à la paix, volonté inébranlable du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les médias ont un rôle majeur à jouer dans tout processus de paix, de réconciliation. Ils ne l'ont jamais eu plus fort au Mali qu'aujourd'hui. C'est pourquoi le gouvernement a pris la pleine conscience de cela, a ouvert de nombreux chantiers pour aider à la professionnalisation du secteur des médias,
notamment avec la loi sur la presse qui est en cours d'étude et qui va permettre d'améliorer les conditions de travail. Il apparaît aujourd'hui que certains médias ont une perception négative des accords de paix conclus, ce qui compromettrait l'avenir de l'accord global de paix qui sera issu des négociations d'Alger et pourrait même hypothéquer leur mise en œuvre. Donc, l'on est à mesure d'affirmer que le présent séminaire permettra aux journalistes de mieux appréhender les enjeux et les contours du futur accord de paix. Mali toujours avec les travaux de la première revue annuelle des réformes politiques et programmes de l'UEMOA qui ont démarré ce mercredi à Bamako. Il s'agira pour la Commission de faire le point avec le gouvernement malien de l'état d'application des réformes communautaires depuis 1994. Albertine Dotsey, Daouda Doumbia. C'est à l'Azalaï, grand hôtel de Bamako, que pendant 3 jours, les experts de l'UEMOA ainsi que les membres du gouvernement malien vont passer à l'évaluation des réformes communautaires. Cette rencontre est une initiative annuelle de la conférence des chefs d'État. Après le constat fait dans la lenteur, dans la mise en œuvre des lenteurs des réformes communautaires dans les États membres, la conférence des chefs d'État a décidé que chaque année, il y ait une revue annuelle des réformes communautaires, voir quelles sont les difficultés de mise en œuvre des réformes qui ont été décidées au niveau communautaire et apporter les appuis nécessaires lorsque c'est nécessaire et éventuellement, en tout cas, donner une impulsion au niveau de chaque État pour que le processus d'intégration puisse être encore accéléré. En ce premier jour des travaux, l'UEMOA considère que le Mali a eu à faire des efforts importants dans le secteur de l'économie et des finances. Sur les finances publiques, par exemple, et les efforts des autorités maliennes, notamment le ministère de l'économie et des finances, ces efforts ont été très, je dirais, importants, au point où le Mali fait partie, en matière de ces réformes-là, que nous appelons aussi les directives des finances publiques, le Mali fait partie du peloton de tête. Mais dans d'autres secteurs, comme celui du terrorisme et de blanchiment de capitaux, le Mali a encore besoin d'accompagnement. Quand vous prenez la question de financement du terrorisme, par exemple, blanchiment d'argent, de capitaux, le Mali également a mis en place les structures qui conviennent à cette lutte-là, mais a besoin quand même d'un peu d'accompagnement, de soutien, parce que quand on arrive à appréhender des personnes qui sont en position délicate, il faut que le processus de saisine de la justice aboutisse. Et là, comme dans tous les États, ce n'est pas toujours évident. Les travaux de la première revue annuelle des réformes ne sont qu'à leur premier jour et l'UEMOA retient de façon consensuelle que le Mali est au-dessus de la moyenne, du moins sur l'axe gouvernance économique et convergence. Et nous en venons maintenant à l'un des titres de cette édition. Aux États-Unis, les républicains contrôlent désormais le Sénat en gardant le contrôle de la Chambre des représentants qu'ils dominent depuis 4 ans. Résultat, Barack Obama va terminer son mandat, sa majorité au Congrès, après la débâcle des démocrates aux élections de mi-mandat. L'Empire State Building à New York, aux couleurs du Parti républicain, le grand vainqueur des élections de mi-mandat aux États-Unis. Les républicains, emmenés par leur leader, que l'on voit ici, Mitch McConnell, ont remporté une victoire écrasante au Sénat. Ils contrôlent désormais les 2 chambres du Congrès. Je ne m'attends pas à ce qu'Obama se réveille demain avec une vision différente du monde. Eh bien, il sait que moi non plus, je ne changerai pas. Toutes les télévisions américaines ont suivi minute par minute cette soirée. Les républicains devaient gagner 6 sièges pour avoir la majorité au Sénat. Très vite, leur victoire s'est dessinée. Dès le début, ils remportent 4 sièges, les victoires les plus éclatantes en Virginie occidentale, en Géorgie et dans l'Arkansas, l'ancien fief de Bill Clinton.
C'est une très mauvaise nouvelle pour Obama. Il a déjà eu des moments très difficiles ces dernières années avec les démocrates qui ne contrôlaient qu'une des deux chambres du Congrès. Et maintenant, les deux chambres sont contrôlées par les républicains. Barack Obama, que l'on voit ici filmé durant la campagne, n'a pas réagi hier soir. Au plus bas dans les sondages, affaibli par cette défaite, le président américain va devoir maintenant affronter 2 années très difficiles avec un Congrès totalement dominé par les républicains. Dans l'actualité également, le Sénégal avec le Salon international de l'emballage. Ce salon qui réunit tous les acteurs de l'alimentation et des autres filières vise non seulement à refléter les tendances et perspectives des marchés, mais également à pousser les industries de transformation sénégalaises à pouvoir exporter leurs produits. Myriam Mbengue-Faye, Mbendambay et Antoumar. Destinée aux professionnels du secteur pour la promotion de leurs activités et de leurs produits, cette rencontre d'envergure internationale est un cadre idéal de coopération et d'émulation dans le but de promouvoir la croissance économique et d'encourager le développement des affaires. L'utilité du salon de l'emballage, disons, c'est pour faire connaître nos produits et connaître les nouveaux producteurs, les nouveaux investisseurs qui sont intéressés par le conditionnement, le remplissage et tout ce qui s'en suit. Nous avons créé une société commune en Algérie dont la principale activité, c'est la fabrication des étiqueteuses semi-automatiques autocollants et automatiques linéaires pour les petites cadences, ainsi que des petites remplisseuses et des petites bouchonneuses. Au Sénégal, l'industrie agroalimentaire est la première consommatrice d'emballage, mais rares sont les entreprises de transformation qui respectent les normes d'hygiène. On ne sait pas exactement les conditions d'hygiène. On ne peut pas vraiment s'appesantir sur les conditions d'hygiène parce qu'on ne sait pas exactement où sont produits ces sachets. Donc c'est un problème parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, on les achète au niveau des marchés locaux. Donc, on ne sait pas exactement. D'où l'importance de l'initiative de Sisemi, qui considère l'emballage comme un objet très important pour la présentation d'une marchandise. On est parti du principe que pour vendre un produit, il faut bien l'emballer. Et au Sénégal, nous avons d'énormes problèmes d'exportation de nos produits parce que certaines entreprises qui sont là, qui sont spécialisées, surtout nos femmes, les GIE qui sont spécialisées dans la transformation de nos produits locaux, ils ont d'énormes problèmes d'emballage. Les sociétés qui sont ici sur place ne peuvent pas satisfaire le marché. Alors on est parti de ce fait et on s'est dit que bon, pourquoi ne pas réunir acteurs et ceux qui fabriquent les emballages et les utilisateurs d'emballages. Considérons que les exigences réglementaires à tous les niveaux, de la chaîne de production jusqu'à la consommation du produit, est primordiale. Bien sûr, Myriam Mbengue-Faye. Nous étions au Sénégal et nous y restons pour parler de sport avant de refermer cette édition. Alain Giresse, le sélectionneur national des Lions de la Teranga, a publié ce mercredi la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2015. Ces matchs doivent opposer le Sénégal à l'Égypte au Caire le 15 novembre et le 19 novembre contre le Botswana, ajoute le communiqué. C'est un reportage de Louise-Étine Assagnan, de Souleymane Anne et d'Antoumar. Alain Giresse face à la presse. L'objectif est de publier sa liste, mais aussi de faire le point sur l'état physique de ses joueurs. Sur la liste des 23 joueurs, 5 retours sont signés. Boukari Dramé, Pape Ndiaye Souaré, Jafara Sakho, Mambiram Diouf, Moussa Sow et un nouvel entrant, Mamadou Ba, qui secondera le gardien de but, Bouna Koundoul. Une liste de 23 joueurs a été constituée. Il y a bien sûr aussi le retour de joueurs qui étaient blessés lors des précédentes rencontres. Pour l'organisation de ces 2 matchs, donc, le regroupement débutera à Paris le lundi 10 novembre, donc ce sera le week-end prochain. Donc la préparation se fera sur place à Paris. Nous gagnerons le Caire le jeudi et le match étant le samedi. Dimanche, nous regagnerons Dakar. L'occasion est également saisie pour apporter des éléments de réponse suite à la sortie de l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. De marquer spécifiquement le fait que les joueurs africains sont moins intelligents et il me manque de connaissance quand même des joueurs. Et puis je disais, quand il évoquait, pour revenir à la question, quand il évoquait le fait qu'il ne prendrait pas de joueurs africains,
s'il avait dans son équipe, ou si on lui propose un jour un Yaya Touré ou Sadio Mané, ça m'étonnerait qu'il refuse de pouvoir posséder des joueurs de ce calibre-là. Le Sénégal est le deuxième du groupe G avec 7 points, 3 points de moins que la Tunisie. Une qualification des Lions de la Teranga est loin d'être impossible. Voilà l'affaire Willy Sagnol, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive ces dernières heures. C'est sur ces mots de sport que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Africa Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.